vous rappelle cette information principale. Cette fusillade mortelle aujourd'hui à Montauban. 2 militaires ont été tués par balle. Sur le coup, un troisième a succombé à ses blessures. Il est presque 11h, édition spéciale sur BFM TV. Après cette fusillade devant un collège-lycée juif à Toulouse, le bilan est extrêmement lourd. 4 morts selon le procureur, 4 morts dont 3 enfants. Le tireur a tiré sur tout ce qui se trouvait en face de lui. Témoignage d'un homme, il était sur place quand le carnage a débuté. Rien ne laissait présager un drame aussi effroyable. C'est hors de tout entendement. C'est l'effroi le plus total. Il tirait quasiment à bout portant, même pas 1 mètre. J'étais pas au Zaratora à l'époque où ça s'est passé. J'étais dans un collège public, j'étais en classe de 4e à cette époque-là. Ma première réaction, ça a été du désarroi et de la peur. Moi, j'étais en seconde au lycée de Blagnac, j'étais en classe de SVT et on a eu une annonce par le micro nous disant qu'on ne devait pas sortir devant le lycée pour aller fumer. Et je me souviens que dans ma classe, il y a des rumeurs qui ont couru à une vitesse folle, qu'il y avait eu une prise d'otage, que le maire avait été tué, enfin bien loin de la réalité. Beaucoup de peur, vraiment. C'était le fait que ce soit à Toulouse, donc dans ma ville dans laquelle je vis depuis toujours, et aussi dans un collège-lycée juif que j'ai fréquenté et que ma famille, mes amis fréquentaient au quotidien. Cette fusillade est la première visant explicitement des juifs depuis celle de la rue des Rosiers à Paris en 1982. Un drame d'autant plus condamné que les victimes sont principalement des enfants. Parmi les victimes se trouvaient Gabriel Sandler, Arié et Jonathan Sandler, ainsi que Myriam Monsonego. Je connaissais très bien Myriam Monsonego, qui était une petite fille vraiment géniale, toujours souriante. Et c'est vrai que quand j'ai appris son décès, j'ai été très touchée. On est au château de Vaucelles. C'est une des maisons qui a été ouverte après la guerre pour accueillir les enfants rescapés des camps de Buchenwald. C'est une maison qui a toujours accueilli des enfants en danger, des enfants en risque de danger. Le travail des éducateurs dans la maison, c'est un travail de suppléance parentale. À l'époque, j'étais directrice adjointe de la maison d'enfants. Et très vite s'est posé la question quand même, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui sont ici, qui sont des enfants qui on aurait pu être dans la même situation. Et bon, là, on a échangé, décidé de rester calme et de continuer à vivre ce qu'on vivait avec ces enfants juifs et ces enfants non juifs, puisqu'on est dans le cadre de la protection de l'enfance et dans le cadre de la laïcité. Moi, j'ai été plus choquée par l'idée qu'on tire devant une école, ou sur des enfants, des parents, des profs, et moyennement surprise par un acte antisémite aussi violent. C'est quelque chose qui allait arriver. L'enquête, elle, progresse vite. La police scientifique a pu clairement authentifier que l'une des armes utilisées ce lundi devant le collège juif était identique à celle utilisée lors des fusillades de Toulouse et Montauban, lors desquelles 3 parachutistes ont été abattus. Nous ne savons pas les motivations de ce criminel. Bien sûr, en s'en prenant à des enfants et à un enseignant juif, la motivation antisémite semble évidente. Il est évident que la communauté juive de France se sent très inquiète. Elle se demande s'il sera suivi par d'autres attaques de ce genre. Malheureusement, ça fait des années maintenant que dans notre pays, les lieux de culte juifs, les écoles juives, certains bâtiments juifs doivent être protégés. Il y a un antisémitisme latent et qui là se réveille. J'avais vécu enfant la guerre, mon père avait été déporté à Auschwitz. La Shoah, c'est quelque chose d'unique qui est arrivé dans l'histoire du monde, dans l'histoire universelle, qui ne concerne pas que les Juifs. Et qu'il faut que ça serve d'exemple pour que ça n'arrive jamais plus. J'ai aussi un vécu d'enfant caché un peu difficile. En tant qu'enfant, à l'âge de 5 ans, 5-6 ans, j'ai porté l'étoile et je ne comprenais pas, bon, c'était comme ça. Avec Toulouse, je me suis dit, comment maintenant peut-on faire des actes barbares aussi terribles et tuer des enfants? Je me disais, mais c'est pas possible, la guerre est revenue. Solidaire en tant que
On veut que nos enfants ils sortent dehors tranquillité. On veut que qu'ils partent à l'école, qu'on les voit, qu'on dorme tranquille, qu'on reste tranquille. On veut la paix. Même s'il y a eu des marches, même s'il y a eu des rassemblements pour montrer le soutien, etc., je pense que la communauté juive de Toulouse ne s'est pas sentie soutenue comme elle aurait aimé l'être. Si on se souvient qu'il y a 22 ans, en l'occurrence en mai 1990, après la profanation du cimetière juif de Carpentras, il y avait une gigantesque et même plusieurs gigantesques manifestations en France. On n'a plus aujourd'hui, à l'occasion d'actes antisémites, la même démonstration publique massive dans la rue d'une émotion qui touche l'ensemble de la communauté nationale. Moi qui étais en dehors de la communauté, je n'ai pas senti un élan de la population envers la communauté juive. Moi, je me souviens de discussions, et je sais que ça peut paraître un peu horrible, qui disaient « Ah, mais il y a une explication, quoi. C'est des militaires et c'est la communauté juive, et ça ne nous concerne pas. » Je pense que c'était l'état d'esprit de beaucoup de personnes en France, même si ça ne se disait pas inconsciemment, c'était ça. Pour beaucoup de personnes juives, il y a quelque chose qui s'est brisé. Des jeunes, des familles, des gens qui étaient totalement installés ici, qui avaient leur commerce, qui avaient leur métier. Le sentiment d'insécurité a fait que ces gens-là ont ressenti le besoin de s'enfuir, en fait. Et ça a créé un énorme vide dans la communauté et ça se voit aujourd'hui. Le risque fondamentaliste a été sous-évalué en France. Quelle est votre réaction? Dire que le risque a été sous-évalué, ça paraît une certitude. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est absolument indispensable à avoir. Nicole Yardeni, bonjour. Il se réclame d'Al-Qaïda. Il dit qu'il a voulu venger des enfants palestiniens. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que lorsqu'on appelle au meurtre, quelque justification que ce soit, c'est du meurtre. Cette phrase de Mohamed Merah n'est pas du tout une surprise pour nous et on l'a déjà entendue de nombreuses fois, que ce soit dans notre vie personnelle ou à la télé. On prend souvent en fait, les Juifs de France comme responsables de ce qui peut se passer en Israël et de la politique qu'on peut avoir en Israël. Des manifestations contre la guerre à Gaza servent de prétexte à des attaques de synagogues. Des cris de mort aux Juifs dans la rue, des synagogues agressées, des gens agressés dehors, une synagogue assiégée, ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues. C'était la première fois depuis vraiment des années où on s'est posé des questions qu'on ne se posait plus depuis 70 ans. En fait, voilà. Cette manifestation, moi, ça m'a envoyé quelque chose d'extrêmement violent. La politique israélienne qui s'invite en France dans les manifestations ou différents actes antisémites, c'est pas nouveau. Je peux pondérer, c'est pas la politique israélienne qui s'invite. Hein. C'est les fondamentalistes qui convoquent la politique israélienne à des endroits qui les intéressent eux, enfin qui viennent alimenter leur discours. Je me rappelle que j'avais une copine qui était à son balcon à ce moment-là et qu'elle entendait mort aux Juifs et qu'elle avait très peur. Il y a eu des maisons des appartements qui ont été brûlés, des commerces attaqués. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, tout le monde s'est posé la question est-ce qu'on doit rester en France ou pas? Il y a 2 ans, on a tué des enfants juifs, ce qui n'était pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël, il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. La communauté juive, qui représente 1% de la population, est la cible de 50% des actes haineux qui peuvent aller de l'insulte au meurtre. Mais ça dénote le climat dans lequel on est. Il faut mobiliser non seulement les enseignants, mais les parents. Il faut mobiliser les syndicats, les journalistes. Toute la société civile doit se manifester. Parce que c'est un vrai cancer pour la société française. Le problème n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème de la France. Est-ce que vous avez le sentiment ou la peur justement que peut-être une partie de la population française dise « Ah, c'est encore la communauté juive qui joue la persécution ». J'ai beaucoup de problèmes du coup avec ces mots de persécution, de victimisation qu'on nous ressort régulièrement. On dirait qu'on en fait trop, en fait. On dirait qu'on en fait trop et que les autres ne sont pas visés. Enfin, il faut quand même rappeler que du coup, Toulouse, c'était une école qui a été visée. Une école de la République, une école française. On a très vite insisté sur le fait que c'était une école juive qui avait été touchée. C'est d'abord une école, à mon sens, juive ensuite,
mais c'est d'abord la République qui a été percutée de plein fouet. La République a été attaquée et que ça suffit de dire bon bah voilà, ça tombe sur 1% de la population qui est juif, donc du coup bon bah ça ne peut pas être les autres. Je rappellerai l'histoire. Lorsque des idéologies se mettent en place, elles ne s'arrêtent jamais, jamais à un seul type de victime. C'est ce qu'ont fait les nazis. Ils se sont attaqués aux handicapés, ils se sont attaqués aux juifs, ils se sont attaqués aux tziganes, mais ils ne se sont pas attaqués qu'à eux. À partir du moment où les gens s'en prennent aux juifs, ils vont à d'autres moments s'en prendre à d'autres, et que c'est les valeurs de la démocratie qui sont attaquées. La démocratie, c'est pas établi à perpétuité, ça peut basculer, on l'a vu dans l'histoire. Deux hommes armés pénètrent dans les locaux parisiens de Charlie Hebdo. C'est le jour de la conférence hebdomadaire, presque tout le monde est présent. À 11h33, les assaillants ouvrent le feu. 34 tirs de Kalachnikov, le bilan est lourd, 11 morts et 4 blessés graves. J'ai pris conscience ce jour-là que j'étais mortelle en fait. Parce que Charlie, enfin bon, c'est toute une génération, c'est mon enfance, ma jeunesse. Nous, on est une génération qui a bu, on le voyait au Club Dorothée. Et Wolinski, moi, c'était les premières BD que j'ai ouvertes chez mes parents avec interdiction de les ouvrir. Forcément. Enfin, moi, c'est une part de mon enfance qui s'envole ce jour-là. La question fondamentale, c'est celle du respect de l'autre et du maintien des institutions démocratiques à travers le droit de critique. Les deux hommes, connus des services de renseignement, disparaissent dans la nature, tandis qu'un troisième homme sème la terreur dans la capitale. Le 8 janvier, un repris de justice tue une policière municipale à Montrouge. Moi, j'avais l'impression que tous les matins, il y avait un nouvel événement qui se passait en janvier, jusqu'à ce coup final de l'hypercachère un vendredi. Le lendemain, à 13h05, il entre dans l'hypercachère de Vincennes, armé de 2 fusils d'assaut. Les services de renseignement ont rapidement découvert le lien entre les 3 terroristes. C'est-à-dire toujours la volonté de Daesh, État islamique, de semer la terreur en France, de fomenter dans son esprit, il l'exprime dans tous leurs textes, une sorte de guerre civile qui dresserait les Français de différentes confessions les uns contre les autres. Pour eux, l'Europe est le ventre mou de l'Occident et le lieu du djihad. À 16h50, les hommes du GIGN donnent l'assaut à l'imprimerie. Suivi quelques minutes plus tard à l'hypercachère par ceux du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention. Le bilan de ces 3 jours de terreur est lourd. 17 morts et des dizaines de blessés. La police est un peu dépourvue, d'abord dans la montée de l'intensité des violences que vous observez depuis 2-3 ans, depuis le meurtre par Mohamed Merah des enfants juifs à l'école Otsara Torah. Mais elles ne sont pas imprévisibles, c'est la même origine, c'est les mêmes procédures, et on crie mort aux juifs, mais on crie mort à la République, on crie mort à l'Occident, c'est l'Occident qui est en jeu. On s'attaque à la République française dans ce qu'elle a de plus significatif, c'est-à-dire la liberté de la presse et la tolérance envers la place des Juifs en France. On s'est dit, ils vont nous attaquer aussi, donc on ferait mieux de partir que de rester ici. Nous, notre but c'est de partir maintenant, on ne veut plus rester là. On voit sur Facebook des gens, ils disent ouais, c'est bon, on va partir, c'est fini la France. Donc c'est dur, à Sarcelles en ce moment c'est très dur. C'est vraiment une communauté qui était divisée. Ceux qui voulaient rester n'osaient pas forcément le dire et ceux qui voulaient partir le disaient très fort. Et donc on avait l'impression que notre place n'était pas forcément de rester en France à ce moment-là. C'est-à-dire que cette question, on se l'est tous posée, vraiment tous, et on est tous allés voir nos parents pour dire mais pourquoi on est en France alors? Pourquoi? Et à quoi ça sert d'être en France si en fait on est attaqué dans notre pays? Quel est l'intérêt du coup de faire des études dans ce pays-là? Pourquoi on a envie d'habiter ici? Pour faire quoi? De la résistance? Quel est l'objectif, le but? Tant qu'on n'a pas répondu à ce genre de questions, c'est très compliqué d'avancer. Dès le début de l'après-midi, par centaines de milliers, les gens affluent vers la place de la République.
Voilà ce que c'est la France. La France, c'est nous. C'est nous et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, être ensemble. On vous aime. Ou encore cette image parmi d'autres. Un homme portant un drapeau palestinien et un autre un drapeau israélien s'embrassent. Il y a des extrémistes de l'âge qu'ils ont fait là. Franchement, j'ai honte. Il faut que tous les musulmans ils se révoltent contre ces gens-là. La Marseillaise a résonné maintes fois dans cette manifestation, la plus grande jamais recensée dans l'histoire de France. Comment peut-on accepter que l'on puisse entendre dans nos rues crier mort aux Juifs? Comment peut-on accepter que des Français soient assassinés parce qu'ils sont juifs? Oui, disons-le, à la face du monde, sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Et ce message, c'est à nous tous de le clamer haut et fort. Nous ne l'avons pas dit, nous ne sommes pas assez indignés. Ça fait du bien un peu, de sentir qu'il y a une révolte après ce genre d'événements si tristes. Je pense qu'il y a une unité nationale, mais ça n'a pas engendré un sentiment de sécurité pour autant. On était dans un sentiment d'insécurité encore plus glaçant qu'en 2012. Les 10e et 11e arrondissements de la capitale sont ciblés par des attaques, des fusillades aveugles à des terrasses de cafés et de restaurants, comme au Petit Cambodge et au Carillon, rue Alibert. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais pas très très loin de chez moi, à République. En rentrant à pied, je vois des images dans des bars, dans des télés, des choses. Et à ce moment-là, j'ai pas de mots. Moi, je suis restée prostrée 2-3 jours chez moi sans pouvoir bouger, quoi. C'est vraiment la vie que j'ai qui est attaquée. Je fais partie des gens qui fréquentent tous ces bars. C'était à 2 doigts que ce soit au Carillon ce soir-là. Alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock au Bataclan, 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu. Jamais Paris et la France n'avaient été attaqués de la sorte. Ce soir, c'est le moment de la douleur, mais Paris est là, debout, et je sais que les Parisiens sauront aussi se relever. Pour moi, à l'époque, on visait la République, on ne visait plus une communauté en particulier. En janvier, ils avaient ciblé des groupes déterminés et incriminés, détestés par eux, des islamophobes, entre guillemets, Charlie Hebdo, des policiers apostats, entre guillemets, le malheureux Ahmed Rabet, ou des juifs. Là, on a autre chose, c'est-à-dire un attentat d'une beaucoup plus grande ampleur, il y a beaucoup plus de morts, mais ce sont des attaques totalement indiscriminées qui visent absolument tout le monde. Sur la promenade des Anglais à Nice, le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer lorsque tout à coup, un camion fonce sur la foule. Un mouvement de panique commence alors. Un camion est arrivé sur notre droite, un très très gros camion en écrasant les gens. J'étais tapée par les camions et projetée contre un palmier. À cause de ça, j'ai eu des fractures et des blessures très importantes, traumatisme crânien aussi. J'avais une double douleur parce que mon ami, qui était venu exprès du Var, elle n'est jamais retournée chez elle. Daesh, le groupe État islamique, vient de revendiquer cet attentat de Nice. Certains aspects du profil du tueur ne collaient pas avec un profil djihadiste. Il n'était pas fiché, il ne semblait pas radicalisé, pas religieux. Oui, mais il n'y a pas de profil de terroriste. C'est pas parce C'est ce qu'il faut qu'on arrête de croire. C'est tout le monde. C'est n'importe qui dans la société qui peut surtout indétectable. passer totalement indétectable. C'est là, entre le 13 novembre et le 14 juillet, que pour moi, c'est devenu réel ce risque quotidien, que ça pouvait arriver n'importe où. On est une génération attentat. Je pense qu'on est vraiment la génération qui est habituée à ça, quoi. Et que c'était pas de la paranoïa de le dire ou de le penser. Je pense que du fait que les victimes soient indistinctes et indiscriminées,
Toute la population s'est sentie concernée. Le terrorisme prenait pour moi un vrai sens, c'est-à-dire que c'était la terreur qui s'invitait dans notre quotidien. Qu'il incarnait, la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. L'islam politique, c'est un totalitarisme qu'il faut approcher comme une idéologie politique fascisante. Nos grands-parents ont eu la Première Guerre mondiale, nos parents ont connu la Seconde Guerre mondiale. Notre génération est en train d'affronter un fléau nouveau qu'il faut assumer comme tel. Je veux répéter le nom de ces victimes juives, ces victimes de l'antisémitisme: Sébastien Selam, Ilan Halimi, Jonathan Arié et Gabriel Sandler, Myriam Monsonego, Yoav Attab, Johan Cohen, François-Michel Saada, Philippe Braham, Sarah Halimi et Mireille Knoll. Dans cette trop longue litanie de noms et de visages de victimes du terrorisme antisémite, chaque destin est un destin singulier. Nous croyons à la pédagogie, vraiment beaucoup. Alors pour que cela n'arrive plus, avec Madeleine, on va dans les collèges, Bernard quelquefois vient également. Alors le premier message, c'est que les nazis sont arrivés au pouvoir dans des élections démocratiques. Faites attention quand vous voterez. Et quand vous voyez un acte de racisme ou d'antisémitisme, ne soyez pas indifférent. L'indifférence profite toujours aux bourreaux, jamais aux victimes. Ne soyez pas indifférent. C'est ce que je donne aux enfants, c'est l'espoir, la prudence, et que dans la vie, il y a deux chemins, les bons et les mauvais. Qu'arrivé à un certain moment de la vie, on a un choix à faire. Ce qui m'importe, c'est que les élèves comprennent cette continuité, comprennent le risque de résurgence qu'on peut trouver ici et là. C'est ça qui me paraît très important. Le socle, c'est l'histoire, mais en tirer les enseignements pour aujourd'hui, c'est fondamental. Les mots du président de la République lors de son voyage à Jérusalem en 2019 résonnent toujours en moi. Je le cite: « L'antisémitisme n'est pas seulement le problème des Juifs. Non. C'est d'abord le problème des autres, car à chaque fois, dans nos histoires, il a précédé l'effondrement, il a dit notre faiblesse, la faiblesse des démocraties. » Je pense qu'il faut qu'on fasse notre boulot d'adulte, qu'on protège nos gamins, qu'on continue de les éduquer, d'avancer. Je travaille avec des enfants et je me concentre sur ce que je peux faire. Avec mes élèves, je peux leur faire des séquences sur la laïcité et la République, ça servira à rien. Une fois la page du cahier tournée, ils l'auront oublié. Mais je peux me concentrer sur le devoir d'exemplarité, sur leur apprendre à vivre ensemble, leur apprendre à régler des conflits sans la violence. Évidemment que l'avenir est là. Comment on veut le construire? C'est ça la question. Il y a plein de petites choses qui sont faites pour montrer que le vivre ensemble, c'est possible. Pour avoir été scout, j'ai fait des week-ends interscouts avec des scouts musulmans, des scouts unionistes, des scouts chrétiens, et ça marche. Que ce soit sur l'antisémitisme, le racisme, il y a plein de combats en ce moment qui sont portés par différentes associations. Il y a des choses qui ne passent plus, des choses qui passaient avant et qui ne passent plus aujourd'hui. Et donc je pense qu'effectivement, on peut être optimiste et avoir un petit peu d'espoir pour l'avenir.